Voici Info.tvc en manchette. Le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent veut préserver l'environnement. Nous visitons l'autobus Desjardins transformé en centre de services financiers. La Chambre de commerce prépare son gala reconnaissance 2020 et nous présente son futur directeur. Atelier de préparation à l'emploi offert par Tremplin Travail et finalement concours du meilleur boss et recrutement d'organismes pour la zone parent. Vivez l'expérience Fort Cozap du 22 au 26 juillet pour la 23e édition. Phil G. Smith. On fait du bruit, on chante nos vies, on fait du country. Matt Lang. The Vinyls. Open House. Route 66. Rafi. Être libre, le cœur léger. Oublier tout m'abandonner. Je veux te laisser t'envahir. Et les Cowboys fringants. Quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Pour plus d'informations, visitez lefortcozap.com. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois cette semaine, des actualités matapédiennes qui vous font voyager d'un bout à l'autre de la Matapédia. Et on commence tout de suite avec une conférence de presse qui a eu lieu avant les fêtes du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui dévoile son engagement pour le développement durable. Monsieur Maurice Veilleux, nous vous recevons aujourd'hui pour parler du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, dont vous êtes le président. J'aimerais qu'on parle d'abord d'un virage que vous voulez prendre plus éco-responsable. Vous avez emmagasiné chez vous de la vaisselle compostable que vous voulez distribuer. Puis ça vous a mérité un prix pour le prix de l'Union. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous avez fait comme engagement? Bien, l'idée de base, c'était de trouver des marchés pour la fibre que les producteurs forestiers peuvent récolter. Puis, me questionnais sur toute la vaisselle, les barquettes en épicerie, tout ça, qui sont en styromousse, qui prennent le chemin de l'enfouissement. Ça n'a aucun recyclage possible pour ça. Puis c'est là qu'on s'est mis à regarder qu'est-ce qui se faisait et qu'on a déniché cette vaisselle-là qui est compostable. Fait qu'on on en a acheté au niveau du syndicat, puis on la revend là, aux organisations là, à petit volume. Et s'il y a des gens qui ont besoin de gros volumes, bien, on leur donne l'adresse du distributeur pour ce produit-là. Et les ustensiles aussi sont tous compostables. Et bien, c'est ça, là, on a soumis notre candidature au niveau du prix de l'Union, au niveau du congrès de l'UPA la semaine dernière, puis on était finaliste. Je dois dire que l'autre projet qui a remporté le premier prix était quand même un projet qui avait nécessité beaucoup plus de participation des gens. Nous, c'est nous au syndicat qu'on l'a mis en place, puis on en fait la promotion. On invite les gens à acquérir cette vaisselle-là pour en faire le service compostable. Et aussi pour en faire la promotion par des différentes personnes qui l'utilisent. Puis on sait qu'on a, à Rivière-du-Loup, on a une des 3 ou 4 usines du Québec
qui utilisent les matières compostables pour transformer en biogaz. Et on sait que, bon, il manque de matières premières là, dans ces usines-là. Parce que le bac brun, finalement, là, il n'est pas utilisé à grande échelle. Puis il y a quand même beaucoup de monde dans une région comme la nôtre qui faisait déjà le compost à la maison là, pour leur jardin, tout ça. Fait que, par contre, cette vaisselle-là, si elle prend de l'ampleur au niveau du Québec, bien, le monde en ville, ils vont pouvoir le mettre dans le bac brun. Puis les usines, là, il y en a quand même 3 là, qui sont plus au centre du Québec. Là. Ils vont pouvoir les utiliser, puis en faire la promotion, puis développer, puis éviter l'enfouissement de ces vaisselles-là. Dans un deuxième temps, ce qu'on a aussi décelé, c'est l'ensemble des emballages là, pour les produits électroniques qui se fait en styromousse. C'est des immenses volumes de styromousse. Puis ça se remplace facilement par une pâte, des choses moulées en pâte forestière. Ça se fait déjà, là. Bien, ça serait... Si on éliminerait ces 2 choses de styromousse-là, je pense que c'est ceux qui nous viennent à l'idée, ça serait déjà beaucoup, beaucoup de volume qui ne serait plus dans les sites d'enfouissement puis qui ne pourrit pas. Tu vas le déterrer au bout de 20 ans puis il est encore pratiquement intact. Là, la suite, ben c'est le syndicat, on a pris nos aplomb, on a demandé un peu comment ça fonctionne puis tout ça pour en devenir à avoir un décret. Fait que dans un premier temps, il faut soumettre un mémoire au niveau des différents ministères qui sont concernés par le styromousse. Et là, notre équipe, au niveau du syndicat, a écrit un mémoire qui va être déposé au niveau des différents ministères, demandant finalement l'abolition des styromousses les remplacer par des choses qui sont là. On ne demande pas d'inventer la roue, c'est des choses qui sont là. Ça prend une volonté gouvernementale et il y a déjà des municipalités qui commencent à embarquer dans ça. Mais au niveau des emballages, c'est sûr que c'est plus que les municipalités parce que on sait comment ça vient d'autres pays puis tout ça. Mais il va falloir à un moment donné que ce qui est livrable au Québec, c'est en pâte. C'est avec des cartons et non du styromousse. Ouais. Ça, c'est là qu'on est, c'est là qu'on avance. On est bien conscient qu'on n'aura pas ça demain matin. Mais avec l'appui, publicité, la campagne, comme ici, les entrevues, tout ça, pour sensibiliser le monde à utiliser ces vaisselles-là. Quand ils font surtout, c'est ainsi de l'année, ils font des parties. Ouais. Les traiteurs, pour quelques sous de plus, sont pas très, très enchantés de prendre cette vaisselle-là. Mais quand c'est demandé, on fait le prix en conséquence, mais ça ne représente pas là, $1 par couvert par personne qui va dans un buffet. Là. C'est des cents. Et puis à l'autre bout, le bac brun, dans un buffet... Là, quand le bac brun remplace le bac vert, on sauve beaucoup d'argent. Puis là, dans l'assiette de styromousse, puis il reste un morceau de fromage, elle va aller dans la poubelle. Si c'est une assiette compostable, le fromage puis le morceau de sandwich, il va tout aller dans le bac vert, dans le bac brun tout de suite. Fait que c'est là que l'utilisation de cette vaisselle-là va augmenter de beaucoup, surtout dans les événements. Là, elle va augmenter de beaucoup l'utilisation du bac brun. Parce qu'il n'y a pas grand traiteur qui prend la peine de séparer un de l'autre. Mais là, si tout peut aller dans le bac brun, ça va être d'autant mieux. Puis là, pour les emballages là, de styromousse, là, pour les TV, les ordi et tout ce qu'on veut, je pense que les acheteurs de ça, s'ils peuvent mettre ça dans le bac brun, le carton dans le bac bleu, on va y gagner beaucoup à ce niveau-là. C'est tout à votre honneur. Et on pourrait parler aussi de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Ça, il y a eu aussi un changement à ce niveau-là. Il y a de l'avancement, finalement. Bon, nous autres, le syndicat, je pense qu'on a été précurseurs à alerter les différents ministères là, que la tordeuse était aussi en forêt privée. Parce que le ministère a mandaté la SOPFIM pour arroser en forêt publique depuis 2014, je pense. Puis la forêt privée avait été oubliée. Et l'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, l'Est et la Gaspésie, on est des forêts beaucoup de résineux, forêts privées et publiques. Et la tordeuse, c'est ici de Calais. Elle n'est pas dans le centre du Québec, dans les forêts feuillues.
Fait que ça a été un défi de sensibiliser les différents ministères à allouer le budget, mandater la SOPFIM pour faire les arrosages. Puis dans un premier temps, en 2018, la SOPFIM, ça a quand même été un peu une course contre la montre, parce que ça a été en dernière minute, là, durant l'hiver, qui ont mandaté les groupements forestiers pour identifier les parcelles qui devaient être arrosées. Et ils ont dit, ben là, on va faire 10 hectares et plus. Pouvoir regrouper deux producteurs qui faisaient 10 hectares. Et là, nous, on a dit, ben là, il faudrait faire des superficies plus petites, parce qu'il y en a beaucoup de superficies plus petites qui ont été amenées par soit la réglementation municipale qui demandait que les superficies soient beaucoup plus petites, 4 hectares. Le statut de producteur forestier, c'est 4 hectares. Et la certification aussi forestière qu'on a ici, nous autres, en région, va limiter un peu là, les superficies pour protéger la faune puis ça, la flore. Fait que le 4 hectares est devenu une demande des syndicats forestiers en appui avec la Fédération provinciale pour que le gouvernement demande à la SOPFIM de faire 4 hectares, de 4 à 10 hectares, que ce volume de forêt-là soit traité aussi. Il faut bien comprendre qu'on ministère va prioriser des forêts sur lesquelles il y a eu déjà des interventions, soit des travaux d'éclaircie, de la succession ou des plantations. Okay. La forêt mature, elle se doit d'être récoltée. Ça, c'est logique de ne pas arroser forêt mature. Fait que, comme propriétaire, ben, si vous êtes sous aménagement, c'est de contacter votre forestier de famille, qu'on appelle, votre technicien forestier, pour lui demander, finalement, s'il a identifié s'il a été sur votre lot, si vous avez identifié. Ça peut arriver qu'il vous réponde, ben, tu n'as pas renouvelé ton certificat ton contrat d'aménagement. À ce moment-là, ben là, tu te dois de renouveler ton contrat pour ta convention pour que là, ton technicien retourne identifier en premier temps sur les cartes et par une marche terrain, identifier, voir si tu as vraiment des parcelles qui sont affectées par la tordeuse. En même temps, ben, la SOPFIM, elle a placé des places échantillons pour voir s'il y a de la tordeuse, voir si les arrosages fonctionnent. Puis ça, si vous passez en forêt dans des chemins privés, vous allez voir, il y a une petite écriture qui demande de la laisser là. Ça, c'est des points de repère pour voir quand ils font des pièges là, pour collecter, pour voir si le résultat était bon. Puis je pense qu'on peut dire, après 2 années d'arrosage, que l'intervention en vaut la peine. On voit vraiment... ça, il faut être en forêt pour être capable de l'expliquer là, sur les images. On voit vraiment là, qu'il y avait eu de la défoliation. Puis depuis 2 ans, là, il y a des épines. Okay. Donc, ça se voit à l'œil. Il faut savoir un peu où c'est encourageant un peu. Oui. Ça, les arrosages, là, je pense que on faisait pas juste demander parce que, oui, c'est très utile, puis c'est fonctionnel, ça porte... on va sauver nos forêts avec ça. Nos jeunes forêts vont être sauvées grâce aux arrosages là, qui ont été effectués ou qui vont être effectués dans les prochaines années. Alors, ben c'est de bon augure, tout ça. On peut espérer que, justement, ça continue comme ça. Puis, est-ce que vous avez encore d'autres demandes à faire au gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Au niveau de l'aménagement, là, on a, la semaine passée, l'annonce qui a été faite en même temps que le 4 hectares. Ils ont annoncé un 3 millions qui, M. Landry me disait que nous, ici, le Bas-Saint-Laurent, on va avoir 1,5 million là-dessus pour la remise en production. Il faut dire qu'il y a des forêts, comme celle qu'on avait visitée en conférence de presse au mois de juin. C'était un peuplement, là, qu'on a vu qui était très dégradé. C'était un peuplement, une succession. Il n'y avait pas de bois à récupérer là-dessus, mais il n'y avait plus rien. C'était tout mort. Ça, c'est dans Saint-Florence, un coin là, qui a été... Sainte-Florence-Sainte-Marguerite, c'est un coin dans la vallée qui a été beaucoup plus affecté vite que l'Ouest. Là. Okay. Puis ça, là, le propriétaire, là, il est face à rien. Il n'y a pas de bois récoltable. Ça va tout renverser.
Et on devait prendre 30 ans avant qu'ils réussissent à ressurgir, je ne sais pas trop quoi là-dedans. Et puis là, l'idée, c'est que tu recommences à zéro. Tu pognes les machines, tu mets ça en digue, puis tu recommences. Fait que ça, là, on va avoir 1,5 million pour le Bois-Saint-Laurent supplémentaire de budget pour faire de la remise en production de ce type de forêt-là là, qui a été dégradée. Aussi, des forêts qui ont été obligées d'être récoltées et qu'il n'y a pas de régénération naturelle dans le fond. C'est des forêts qui vont être remises en production, puis c'est même cette enveloppe-là. Puis l'argent, on l'aurait eu faire ça parce que c'est des travaux prioritaires. Sauf que dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, eux auraient manqué de budget pour faire de l'aménagement plus régulier parce qu'ils ne sont pas affectés présentement par la tordeuse. Et tout ce qui se fait dans l'est pour protéger au niveau de la tordeuse, parce que ça va être un essai là, arrosé sur 4 hectares, excusez, ça va profiter, mais que la tordeuse à l'ailleurs. La tordeuse, elle ne restera pas ici. Là. En 80, elle s'est promenée, là, puis c'est ce qu'elle va sûrement faire encore. Là. C'est une nouvelle... Espérons que... Fait que c'est... Tout ce qui se fait dans l'Est présentement, c'est l'école d'apprendre, de demander, les pressions qu'on fait, tout ça. Bien, les producteurs de l'Ouest vont être gagnants parce que, l'étude va avoir été faite. La trail va avoir été débroussaillée, qu'on pourrait dire. Puis là, avec ce budget supplémentaire-là pour le réaménagement, bien, on ne prendra pas du budget d'un bout du territoire pour le ramener à l'autre pour faire des travaux urgents. On va laisser, en tout cas, on va en laisser à l'autre bout pour qu'ils fassent leurs travaux réguliers pour que la forêt continue à se développer. Dans les années 80, on parlait de rupture de stock. Il n'y a jamais eu de rupture de stock. Non. Parce qu'il y a eu de l'aménagement, parce que, bon, OK, il y a eu moins de consommation de fibre, la fibre, elle s'est consommée autrement, etc. Mais il n'y a jamais eu de rupture de stock. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas eu de rupture de stock, c'est parce qu'on a travaillé intelligemment. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, on va aller compléter avec le directeur général, cette fois, du syndicat des producteurs forestiers. J'aimerais qu'on complète un peu le dossier de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Bon, vous êtes dans la cellule. Expliquez-moi un peu, là, qu'est-ce que vous avez comme rôle? Bien, c'est qu'au départ, comme M. Veilleux le disait, on était pris avec le dossier de la tordeuse, puis c'était ici, là, c'était vraiment là, problématique, puis c'était urgent qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il y a eu des revendications qui ont été faites. Et au niveau de la Fédération des producteurs forestiers du Québec et du RESAM, qui est le regroupement des groupements forestiers, bien, on a fait front commun pour exiger qu'il y ait une cellule d'urgence qui se mette sur pied. Fait que cette cellule d'urgence-là, c'était pour mobiliser ensemble nos efforts, les deux organisations de propriétaires, pour qu'il y ait un plan d'intervention mis en place avec le ministère des Forêts, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des arrosages qui se faisaient sur forêt publique. Fait qu'il fallait qu'il y ait des choses qui se fassent sur forêt privée également. Puis, à partir des revendications qu'on a faites, puis je pense qu'au niveau de l'Est, on a une table de concertation forêt privée qui existe, qui a été mise sur pied en 2014. Et cette table-là, bien, tous les intervenants, l'industrie, le syndicat, les groupements, l'agence, le ministère, les MRC, on est présent là-dessus. Ça fait que ça donne une force de frappe et une meilleure écoute. Le gouvernement, c'est difficile pour un gouvernement de dire quand une demande est concertée de cette façon arrive, bien, c'est difficile de ne pas en tenir compte. Fait que c'est pour ça qu'on a fini par avoir, malheureusement en retard, mais on l'a eu quand même. Ça fait que, parce qu'on pense qu'on a perdu comme... si on serait intervenu avant avec les arrosages, on n'aurait pas eu de perte de volume de bois. Puis on remarque à des endroits qu'on a des pertes de volume de bois. Ça aurait arrivé 1 an ou 2 avant les arrosages, puis on n'aurait pas perdu. Maintenant, là, on est arrivé avec une nouvelle annonce la semaine dernière. Le ministre est venu à Rivière-du-Loup annoncer le 4 hectares et moins. Puis ça, c'est important, le 4 hectares et moins. Puis pour les gens de la SOPFIM
4 hectares, il y a sûrement des superficies de 2 hectares qui vont être arrosées également. Parce que... ouais, c'est ça. Puis l'arrosage sur forêt privée, à date, l'arrosage se fait en hélicoptère. Ça fait que ça peut... des fois, ils peuvent s'échapper un petit peu, puis élargir un peu la zone. Puis c'est ça. Puis moi, je pense que c'est sûr que les revendications au niveau de la cellule d'urgence, on va continuer. On a eu 3 millions d'annoncés pour la remise en production. C'est sûr qu'on n'a pas refusé l'argent, on l'accepte, mais il va falloir continuer les revendications de façon à en obtenir plus parce qu'il en manque. Nous autres, pour bien dire, pour le Bas-Saint-Laurent, ça aurait pris au moins 3 millions de dollars par année pour les prochaines années. Mais il reste qu'il y a un premier pas de fait. Le gouvernement, ça fait pas 20 ans qu'il est là. C'est un nouveau gouvernement. Il a tendu l'oreille, puis je pense qu'il fait son possible pour bien nous accompagner. Et nous, on veille au grain avec l'ensemble de nos représentants politiques, avec notre président. Il y a des contacts avec les différents représentants du territoire. Fait que je pense qu'on va réussir, selon moi, à contrôler l'épidémie de tordeuse de bourgeon d'épinette là, pour les prochaines années. Puis quand on sera rendu... Parce que ça, c'est... La tordeuse, c'est pas comme l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, c'est pas mal sûr qu'on ne gagnera jamais, là, le gros lot. Mais la tordeuse, c'est l'inverse. Tout le monde va l'avoir. Ça fait que c'est ça, malheureusement. Et comme action directe que vous faites avec vos membres, dites-moi un peu comment vous fonctionnez, là. Bon, on fonctionne tout d'abord, le syndicat des producteurs forestiers, comme tous les syndicats professionnels de producteurs, d'associations de producteurs, ça vise à défendre les intérêts sociaux, moraux, économiques de nos membres. Et pour ce faire, nous, au niveau du syndicat, on est impliqué beaucoup au niveau de la mise en marché des bois. Puis, on est là aussi pour défendre des programmes pour accompagner les producteurs, que ce soit au niveau de l'aménagement. Toutes les réglementations qu'on a environnementales, on est déjà, nous autres, au niveau du secteur agricole, du secteur forestier, avec nos plans d'aménagement forestier, parce que on a à peu près 70 % de nos propriétaires de boisés au Bas-Saint-Laurent qui sont sous aménagement. OK? À ce moment-là, les programmes d'aménagement forestier, ils tiennent compte de l'aménagement durable des forêts. Ça veut dire qu'on tient compte de la faune, de la flore, des milieux humides également. OK? Donc, c'est sûr que nous, mais on a à faire les représentations nécessaires, puis faire comprendre, puis informer les gens des ministères, mais informer la population aussi en général, et nos élus municipaux, provinciaux, fédéraux, que des efforts qu'on fait en foresterie pour être des gens propres, OK? Vis-à-vis nos voisins, mais vis-à-vis aussi notre environnement. Puis, si on ne respecte pas notre environnement, on va être les premiers à payer pour. Hein? Ça fait que c'est ça. Ensuite de ça, mais je pense qu'on essaie de développer des nouveaux marchés pour nos producteurs, puis essayer d'aller chercher aussi le meilleur prix possible pour que nos producteurs aient une expectative de revenus suffisants. Puis je pense qu'à un moment donné, nos producteurs, ils ont le droit de faire un petit peu d'argent parce que s'ils veulent renouveler leurs équipements, s'ils veulent se payer aussi, ils ont le droit de se payer des vacances de temps en temps, aussi, eux aussi. Même s'ils n'ont pas le temps. Oui, mais c'est ça. Mais fait qu'à ce moment-là, on est là pour défendre ces gens-là. Puis c'est sûr que moi, je suis là depuis 2014 comme directeur. Puis ce qu'on a essayé de faire, nous autres, c'est de développer le syndicat une approche partenariale au lieu d'une approche de confrontation avec l'ensemble des intervenants de la forêt. OK? Parce que la forêt, au public, privé,
au Bas-Saint-Laurent, c'est le pain et le beurre d'une bonne partie de la population, parce que dans chacune de nos communautés, on a des gens qui vivent de la forêt. OK? Fait que, à partir de ce moment-là, je pense que c'est le travail de partenariat comme ça, je pense que ça a été un élément très positif. Puis il y a d'autres régions qui commencent à nous regarder aller puis qui commencent à penser travailler comme nous autres. Pour ça, des fois, Maurice et moi, mon président, on a souvent, quand on est avec les gens d'ailleurs en province, on a souvent la petite boutade de dire que la lumière vient de l'Est. Oh. Puis aujourd'hui, mais ça tombe bien, moi je suis à l'Est de mon territoire d'action au niveau du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Ça fait que c'est un peu ça le travail qu'on fait. Puis je te dirais qu'à date, ça a donné beaucoup de résultats. Comme là, on développe des nouveaux marchés, on a des ententes ici dans le secteur Est, dans le développement de la biomasse forestière. On en a aussi dans le secteur Ouest. On est éparpillé un petit peu partout. Ça fait que... Puis il y a aussi des nouveaux marchés dans des essences comme le mélèze, on n'avait pas beaucoup de marchés là-dedans. Ça fait que là, on développe des marchés dans le mélèze. Avec le Cérex, des fois, ça peut aider aussi. Oui, c'est ça. Puis après ça, on a l'épinette Norvège aussi, qui est un peu laissée à elle-même, mais on a quand même des petits marchés ici et là. Fait qu'on a fait profiter nos propriétaires de toutes ces trouvailles-là qu'on fait au fur et à mesure qu'on... Puis on n'arrêtera pas, on aime travailler dans le développement. Ouais, c'est bien. Mais justement, le développement, s'il y a des nouveaux joueurs dans le monde des producteurs forestiers qui aimeraient avoir plus d'informations, c'est possible de vous trouver sur Facebook, vous avez un site web. Ils peuvent nous appeler au bureau au 418-723-2424 puis demander pour le syndicat. Puis ils auront mes coordonnées aussi parce que moi, je réponds au téléphone 24 heures sur 24. En autant que c'est pas pour me faire insulter, il n'y a pas de trouble. Je suis là pour au service. Je suis au service de mes producteurs, puis c'est vraiment intéressant de travailler avec nos propriétaires de boisiers privés. Des gens dynamiques. Bien, merci beaucoup de votre passage aujourd'hui, et puis on vous souhaite une très belle continuité dans tous vos beaux projets. Merci, Mme Roussel, ça me fait plaisir. Avant les fêtes, vous avez sûrement vu l'autobus Desjardins stationné dans l'un des 3 points de service de la Matapédia, soit à Cozapscal, Amqui ou Sébec. Eh bien, Nathalie a eu la chance d'aller la visiter et c'est à votre tour d'entrer dans l'autobus Desjardins avec nous. Isabelle, nous sommes à bord de la caisse mobile qui est à Amqui aujourd'hui. Parle-moi de son utilité. Pourquoi vous avez créé une caisse mobile? Oui, les gens se posent beaucoup de questions, c'est normal. Donc, on voit l'autobus. Quand on n'est pas entré à l'intérieur, on se demande pourquoi il y a un gros autobus Desjardins dans notre région. Donc, la caisse mobile, à l'origine, ça a été créé parce que c'est arrivé dans certaines communautés, par exemple en Beauce, où il y a eu des inondations. Même nous, ici à Amqui, on a déjà été victimes d'inondations. Ça arrive qu'on n'a pas d'électricité au centre de service, puis il y avait une rupture de service pour nos membres. Donc, c'est sûr et certain qu'avoir de l'argent, on a beaucoup de commerçants qui viennent s'approvisionner chez nous. Quand on n'a pas d'électricité, quand le centre de service ne fonctionne pas, ça devient quand même une problématique. Alors, la caisse mobile a été créée. Il y a 2 caisses mobiles. Il y a celle qu'on a cette semaine à Amqui qui est un petit peu plus grosse. Il y en a une un petit peu plus petite qui ressemble plus un petit peu à un autobus de ville. Puis, à l'intérieur, on retrouve un guichet automatique. On a 3 employés de Desjardins. Ce sont des conseillères, donc les gens qui viennent dans l'autobus de la caisse mobile peuvent faire un prêt, peuvent faire un placement. Il y a de l'accompagnement qui se fait aussi, donc quelqu'un qui dit « J'aimerais ça aller au guichet, mais je suis pas vraiment capable d'y aller, je suis jamais allée, ça me fait peur un petit peu. » Bien, il y a des gens à l'intérieur qui peuvent les accompagner, leur montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment pour ça. Elle va aussi dans des petites communautés où, par exemple, il n'y avait plus assez d'utilisateurs pour avoir un centre de service. Donc, l'autobus, il va pour prolonger un petit peu le service dans la communauté.
Ou, par exemple, nous, on va avoir en 2021 le 125e de cause apicale. Il y a des gens qui nous ont dit « Hey, ça serait le fun dans le cadre du 125e. » Des fois, les gens n'ont pas toujours le temps de se déplacer pour aller retirer ou pour avoir des conseils de leurs conseillers à la caisse. On pourrait-tu avoir la caisse mobile? Bien oui, c'est le genre d'événement où la caisse mobile peut se déplacer. Et présentement, pourquoi est-elle dans notre région, là? Oui, elle est dans notre région pour deux raisons. Donc, nous, quand on a changé nos guichets automatiques à la grandeur de la vallée de la Matapédia, c'est sûr et certain qu'on se pose toujours la question quels guichets sont utilisés, quels ne sont pas utilisés. Donc, ceux qui sont moins utilisés, on ne peut pas les remplacer parce que par souci d'équité envers nos 20 000 membres, il faut regarder l'utilisation. Puis, si un service, c'est comme un peu dans une épicerie, s'il y a un produit qui se vend pas ou s'il y a un service qui n'est pas utilisé, bien, c'est sûr que l'épicier va dire « j'en commanderai plus parce que mes clients en prennent pas ». Fait que le guichet de Saint-Léon était utilisé, mais il n'était pas suffisamment utilisé pour qu'on puisse le remplacer. Donc, en février dernier, on l'avait déjà annoncé aux membres, puis on a travaillé en accompagnement avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous accompagner dans ce changement-là. Puis, on avait dit, les membres nous avaient dit, bien, tu sais, nous, on aimerait ça que le plus longtemps possible, on puisse l'utiliser, le guichet. Fait que c'est ce qu'on a fait. On aurait pu le retirer en février, mais on s'est dit non, on va l'étirer jusqu'à sa fin de vie parce que en décembre, la technologie était plus supportée. Donc, on a dit, bien, on va l'étirer le plus possible. Comment on pourrait faire? Ah, ben tiens, il y a la caisse mobile qui a un guichet automatique. On va faire venir la caisse mobile dans la région, puis les gens de Saint-Léon vont pouvoir utiliser ce guichet-là pour les quelques jours supplémentaires là, que les gens voulaient l'avoir. Donc, c'est vraiment pour répondre à une demande des gens de Saint-Léon-le-Grand qu'on le fait venir à l'origine. Puis aussi, bien, on s'est dit, tiens, tant qu'elle soit dans la région, elle venait quand même, on va faire vivre l'expérience à nos membres pour que les membres puissent justement savoir à quoi ça sert, la caisse mobile. J'ai vu ça à Montréal ou j'ai vu ça à Québec, puis savoir que ça existe, ce service-là. Donc, il y aurait un état d'urgence ou il y aurait un sinistre ou il y aurait un centre de service qui n'aurait pas d'électricité, bien, les gens vont pouvoir savoir que ça existe, puis vont pouvoir peut-être en faire la demande, est-ce qu'on pourrait avoir la caisse mobile? Fait que c'était aussi de faire connaître ce service-là qu'on offre chez Desjardins. Et à Matapédia, on a dû faire des travaux électriques, donc ça a vraiment bien fait que la caisse mobile soit là parce que la caisse était fermée, il n'y avait pas d'électricité, donc la caisse mobile a pu offrir des services là, pour les gens là, qui en avaient besoin. Et ça représente quoi comme coût quand on demande la caisse mobile? Est-ce que c'est absorbé entièrement par Desjardins? Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, la Caisse Vallée, on n'a pas eu à payer pour ce service-là parce que c'est un service que le mouvement, tu sais, on fait partie d'un grand mouvement, ça a ses avantages de faire partie d'un grand mouvement, c'est qu'on peut aller chercher des choses supplémentaires pour nos membres, entre autres, tous les services mobiles. Tu sais, juste les gens de la vallée, on ne pourrait pas se payer une plateforme comme Accéder. Donc, c'est plaisant parce que ça, la Caisse mobile, ça nous a permis d'avoir ce service-là pour nos gens qui le demandaient. Fait que ça a été à zéro frais pour nous là, d'avoir ça ici. Pour faire une demande comme ça, comment ça fonctionne exactement? On te contacte? Ou... Oui, vous passez par la Caisse Vallée. Puis c'est pour ça que la Caisse mobile n'était pas venue avant parce que, comme on fait partie d'un grand mouvement, elle n'est pas toujours disponible hein, partout au Québec. Entre autres, quand il y a eu les inondations, comme je disais tantôt, en Beauce, la Caisse mobile était mobilisée là-bas. Donc, on n'aurait pas pu à ce moment-là l'avoir. Fait qu'il faut la réserver. Puis quand elle est disponible, les gens viennent avec plaisir pour nous offrir le service. Donc, nous, on avait réservé suffisamment d'avance pour l'avoir. Alors, passez par la caisse si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir ce service-là. Nous, on fait les vérifications, puis on coordonne le tout là, pour pouvoir offrir le service. Et merci beaucoup, Isabelle. Tu as répondu à toutes mes questions. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a ici une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite pour vous dire qu'on a pensé à tout. Donc, tout le monde a accès à la caisse mobile. Donc, si quelquefois on a des personnes qui veulent rentrer et qui sont à mobilité réduite, donc on déploie la plateforme. Donc, ils viennent jusqu'ici, ils peuvent avoir accès au guichet ouais, et qui est tout au près. service des conseils aussi. Bon, ouais. Super, bravo. Nous avons fait un peu le tour de l'autobus et faut dire que c'est très confortable. Est-ce que tu peux nous parler un peu du design, de comment ça a été réfléchi, cet autobus?
En fait, cet autobus a été réfléchi de façon à ce qu'elle puisse répondre à tous les besoins, on va dire, des membres d'abord, et aussi de l'équipe qui travaille là-dedans. Donc, on a le confort nécessaire là-dedans. Et juste pour vous dire, on avait commencé, c'était à l'état de projet au départ en 2016. Nous avons commencé avec un autobus de ville qu'on avait complètement strippé et transformé en caisse. Et là-dedans, on trouvait un peu comme ici, un guichet, un bureau, et donc pour faire toutes les transactions nécessaires, que ça va de l'ouverture de compte au placement investissement, aux hypothèques, marges de crédit hypothécaires et tout. Donc, le premier autobus, nous voyagions pas là-dedans. Alors, et comme c'est un autobus de ville, c'est sûr que ça pouvait faire un certain millage. Même que ça a fait plus que ça parce que c'est allé jusqu'en Gaspésie. Mais il nous fallait créer quelque chose de plus, on va dire, de plus grand, encore plus résistant. Alors, qui de mieux que d'aller travailler avec une entreprise comme Prévocar qui a travaillé avec nous pour cet autobus-là. Alors, là-dedans, nous, on peut voyager et être à l'aise. Et puis, nous avons 2 bureaux derrière, juste ici. Alors, dans ces bureaux, nous pouvons faire les placements investissements, hypothèques, marge de crédit hypothécaire et tout. Tout en roulant. Ah non! Donc, c'est une fois que nous sommes stationnés dans des activités comme des festivals, les salons de l'habitat, les maisons de retraite, les rentrées scolaires et aussi, comme avait dit Isabelle aussi, les cas de sinistres, que ce soit comme cette année dans la Beauce ou on va dire à Sudbury, parce qu'on couvre aussi l'Ontario, parce que oui, Desjardins a des caisses en Ontario. L'autre affaire qui est très intéressante, c'est que en 2016, quand on était à l'état de projet à l'époque, la Caisse mobile a gagné des prix, donc qui sont très intéressants, et pour les membres, pour les caisses, les employés et tout le Québec. Nous avons gagné le 2e prix de l'institution financière qui a le plus innové au monde. C'était à Las Vegas en 2016, et le 1er prix du design à New York. Donc, c'est ça. Parce que oui, des caisses mobiles ou des institutions financières mobiles, ça existe à travers le monde, mais complètes comme nous, non. On a été les premiers et on l'a fait de la belle manière. Donc, on peut être fier de l'entreprise québécoise Prévost. Oui, on est très, très fiers. Nous pouvons être fiers en tant que Québécois parce que le projet, les entreprises qui ont travaillé là-dedans sont, pour la plupart du temps, des entreprises québécoises. Ouais. Bien, merci beaucoup et merci d'être ici aujourd'hui. Merci, très belle journée. Puis peut-être juste en terminant, je sais que les gens, c'est nouveau, on est craintifs, on a beaucoup de questionnements par rapport à la caisse mobile. Venez la visiter. Ne vous fermez pas à c'est quoi cet autobus-là. Entrez en dedans, vous allez voir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disaient « Oh, je veux pas y aller dans l'autobus », puis que finalement, ils rentraient et qui ressortaient vraiment contents d'avoir vécu l'expérience, d'avoir vu c'était quoi finalement. Fait que fermez-vous pas, venez la visiter, vous allez voir, c'est vraiment un gros plus qu'on a pour nos membres. Fait que c'est le fun que vous puissiez vous ouvrir à cette nouvelle expérience-là. 2020 pour la Chambre de commerce est une année de gala reconnaissance. Donc, on reçoit les gens de la Chambre de commerce qui vous invitent à poser votre candidature pour le gala reconnaissance 2020. Valérie, quand on te voit, on sait qu'on va parler de la Chambre de commerce, de la MRC de la Matapédia. Et bientôt, quand on va te voir, toi, c'était Bourima Traoré. Ça va être la même chose parce que tu vas la remplacer. Bon, d'abord, j'aimerais qu'on le présente un peu parce que tout le monde se demande, bon, mais qui est-il? D'où vient-il? Juste une petite présentation. C'est correct comme ça. OK. Bonjour et merci pour l'honneur de remplacer Valérie à la Chambre de commerce. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis Bourima Traoré. Je suis originaire du Burkina Faso, immigrant établi au Québec depuis 2014. Et là, j'habite à Sherbrooke. J'ai une maîtrise en économie de l'Université de Sherbrooke et 9 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des projets. Principalement, j'ai fait affaire avec le gouvernement fédéral sur divers projets. Voilà, en gros, ce qui me présente. Et tu as connu la MRC de la Matapédia grâce au séjour exploratoire. Ça fonctionne! Oui, ça fonctionne très bien et on a été au séjour exploratoire et sur le terrain, on est tombé amoureux de la région. Et voilà, et l'opportunité d'emploi s'est présentée. Donc, ce qui a motivé vraiment ma venue ici.
Et quand va se faire le transfert exactement, là? Ok, le transfert est prévu pour la dernière semaine du mois de février, précisément le 24 février. Oui. Donc, on va revenir à toi un peu plus tard. Présentement, j'aimerais parler de ce qui se déroule là avec... il y avait un concours pour les entreprises brillantes. Explique-moi comment ça fonctionnait en gros, parce que là, le concours est déjà terminé. Et qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Oui, en fait, c'est qu'on offrait la chance aux entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce de bénéficier d'une campagne publicitaire gratuite dans nos 3 médias locaux, soit l'Avant-Poste, Rouge FM et la TVC. Fait que, les gens pouvaient déposer leur candidature. Il fallait qu'ils ils répondent à une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire briller leur entreprise dans la dernière année ou c'est quoi le wow de leur entreprise? On en a choisi 7 parmi toutes les candidatures reçues. Là, le concours s'est terminé juste avant les fêtes. Les entreprises ont déjà été sélectionnées. On va commencer à les dévoiler une entreprise par semaine à partir de la semaine prochaine. Fait que restez à l'écoute de vos médias locaux pour savoir qui sont nos 7 entreprises brillantes. Nous avons bien hâte de les présenter et de te les faire découvrir. Et puis, là, il y a quoi de gros qui s'organise là, prochainement? Ça va être le Gala Reconnaissance qui revient cette année. Je pense que les entreprises commencent à savoir comment ça fonctionne, mais pour celles qui ne savent pas encore, est-ce que tu peux donner quelques détails? Oui, ça fait me plaisir. C'est sûr que on n'est pas à notre première édition du Gala de la Chambre de commerce. En fait, le principe, le but du Gala Reconnaissance, c'est de féliciter les entreprises pour leur rapport à notre économie. La période de référence pour le Gala qui va avoir lieu le 21 mars 2020, elle se situe du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Fait qu'on va récompenser les entreprises qui se sont illustrées au courant de cette période-là. Les entreprises qui veulent bénéficier d'une visibilité gratuite qui est quand même intéressante parce que les entreprises, dans le fond, qui sont nominées vont être présentées lors du Gala Reconnaissance qui, la dernière fois, a réuni à peu près 300 gens d'affaires. Les entreprises qui vont être le gagnant de chacun des prix va avoir quand même une publicité suite au prix qui va être remporté. Donc, c'est une belle visibilité gratuite qui est offerte aux entreprises. S'ils veulent participer, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de compléter le formulaire d'inscription. C'est le même pour tout le monde, là? Oui, en fait, tout le monde complète le même formulaire d'inscription. Avant, on déposait un dossier de candidature. Fait que ça laissait plus place à la créativité, mais c'était un peu moins équitable. Il y a des gens qui étaient mieux outillés que d'autres pour nous monter des super beaux dossiers, mais ça ne veut pas nécessairement dire que leur entreprise était plus distinguée qu'une autre. Maintenant, tout le monde, dans le fond, complète un fichier PDF. Il y a un fichier PDF par catégorie dans lequel on veut déposer notre candidature. Les entreprises ont le droit de déposer dans plus qu'une catégorie, mais ils doivent compléter un formulaire pour chaque catégorie. Okay. Dans ce formulaire PDF-là, il y a 7 questions auxquelles on répond. Puis il y a même une grille d'évaluation à la fin qui est fournie. Fait qu'on va savoir combien de points nous donne chaque réponse. Fait que c'est une formule qui est plus facilitante pour toutes les entreprises. Et puis, il y a des nouvelles catégories cette année, hein? Il y a 3 nouvelles catégories? Oui, exactement. Il y a la catégorie petite entreprise de l'année qui s'ajoute, ainsi qu'innovation ou nouvelle activité commerciale. Puis on a aussi ajouté une catégorie employeur de choix, vu le contexte de la rareté de la main-d'œuvre. Fait que c'est 3 nouvelles catégories. Sinon, il y a toujours les catégories par secteur d'activité qui sont disponibles, que ce soit en entreprise de commerce, en entreprise de service, en entreprise agricole ou forestière. Puis il y a aussi pour les nouvelles entreprises, ainsi que les gens qui ont relevé des entreprises, qui a des catégories. Donc, c'est facile à trouver sur le web. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas nécessairement accès, je ne sais pas, c'est rendu rare, là, mais s'il y en a qui ne peuvent pas remplir le formulaire via le web, est-ce que c'est possible d'avoir une copie papier? Ou? Oui, c'est possible. Si à Donalgo, ils ont besoin d'une copie papier, ils peuvent nous contacter à la Chambre de commerce ou 418-629-5765. Ça va nous faire plaisir de leur faire parvenir une copie papier. Sinon, les copies sont disponibles sur notre site Internet, ccmrcmatapedia.qc.ca. Dans l'onglet Gala Reconnaissance, vous allez voir toutes les conditions d'admission.
Pour participer au gala, on n'en a pas beaucoup, mais entre autres, il faut avoir une entreprise dans la Matapédia pour pouvoir participer. Pas nécessaire d'être membre, par contre. Non, c'est pas obligatoire d'être membre. On veut vraiment offrir l'opportunité à un plus grand nombre d'entreprises possible. Peut-être que ça va leur faire découvrir la Chambre de commerce par la même occasion. Et de quelle façon les entreprises vont apprendre qu'elles sont sélectionnées ou comment ça va se passer? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un 5 à 7 avant le gala reconnaissance, au cours duquel les gagnants, les nominés par catégorie, vont être dévoilés. Donc, on en sélectionne seulement 3 pour chacune des catégories. Ils vont apprendre s'ils sont nominés au moment de ce 5 à 7-là. Puis c'est certain qu'après, on va faire un suivi téléphonique aussi là, avec les gens pour les informer s'ils sont nominés puis s'ils n'ont pas pu se rendre au 5 à 7. Ouais. Donc, on rappelle la date ultime pour pouvoir s'inscrire. C'est le 9, les gens jusqu'au 9 février pour nous faire parvenir leur dossier. Alors, bien, merci beaucoup. Et puis, finalement, bien, c'est toi qui vas être en charge de ce beau gala quand ça va avoir lieu. Donc, j'imagine que si les gens ont des questions à ce moment-là, c'est toi qu'on va contacter. Oui, exactement. Et je serai disponible, j'aurai les mêmes contacts que Valérie. Donc, ça sera avec plaisir de répondre vraiment aux demandes et à toutes choses qui rentrent dans l'organisation. Bien, merci beaucoup à vous deux et puis je vous souhaite un beau transfert. Merci. Merci à vous. Merci. Nathalie est allée rencontrer Sébastien Lévesque de Tremplin Travail qui vous invite à vous inscrire à des ateliers de préparation à l'emploi. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière, écoutez ce qui suit. Sébastien, on est ici pour parler d'un projet de préparation à l'emploi qui va commencer au mois de février. Mais est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste exactement et ça concerne qui? Donc, projet de préparation à l'emploi, c'est une démarche de groupe. Dans le fond, on vise le recrutement de 10 personnes pour commencer un groupe le 3 février. Puis, ce qu'on fait, dans le fond, c'est mise à jour des outils de recherche d'emploi, exploration des techniques de recherche d'emploi. À travers tout ça aussi, c'est sûr qu'on peut informer la clientèle sur qu'est-ce qui est en demande beaucoup dans la région au niveau de l'emploi actuellement. Fait que dans un premier temps, on parle d'un 4 semaines où là, c'est vraiment préparation. Okay. Par la suite, et dans le fond, pendant ces 4 semaines-là aussi, les gens vont choisir le milieu dans lequel ils vont faire un stage. Et il y a possibilité d'une certification d'un métier semi-spécialisé en collaboration avec le Centre d'éducation des adultes. Possibilité, c'est simplement dans le sens où il faut que le métier semi-spécialisé existe pour le choix de stage que la personne va faire. Fait que pour donner quelques exemples, la liste est quand même très longue, mais quelques exemples sont réalistes dans la région, être cuisinier, être boucher, commis d'épicerie, préposé aux marchandises pour travailler par exemple dans les quincailleries au niveau de l'entrepôt. Donc c'est des choses là, qui sont très réalistes là, pour la région, il y a de la demande au niveau des employeurs. Fait que ça, dans le fond, c'est un beau petit plus. La certification, c'est délivré par le ministère de l'Éducation. Donc c'est reconnu officiellement là, au niveau de la formation. Pour quelqu'un qui, des fois, peut avoir un parcours scolaire plus incomplet sans avoir nécessairement l'envie d'aller compléter ce parcours-là, peut au moins avoir ça en poche, une expérience récente au niveau de la formation. Ouais. Et en plus, le stage, je pense qu'il peut être rémunéré. Est-ce que c'est... J'ai bien vu? Au niveau de la participation, il y a une possibilité d'allocation. On dit toujours possibilité. L'aspect financier du projet est géré par le Centre local d'emploi. C'est sûr qu'un participant qui est intéressé doit aller valider son admissibilité à ce moment-là, mais il y a des allocations de participation là, qui peuvent s'ajouter là, pour les personnes. Fait que le stage est non rémunéré, ce qui fait que c'est intéressant pour l'employeur. Dans le fond, c'est plus facile de trouver un stage étant donné que l'employeur n'aura pas besoin de nous payer, mais en tant que tel, monétairement, le participant a une allocation pour sa participation au projet de préparation. Est-ce qu'il y a déjà un peu une liste d'employeurs qui sont potentiels, que c'est possible là, d'appeler ou on décide vraiment par nous-mêmes, là, bon, moi j'aimerais travailler à telle place,
Dans les 4 semaines de préparation, la première chose qu'on fait, c'est d'établir vraiment les besoins et les intérêts de la personne. Fait que connaissance de soi est la première chose qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse moi? C'est quoi mes intérêts au niveau de l'emploi? On démystifie aussi versus mes intérêts personnels au niveau des loisirs. Un coup qu'on a fini de tout démélanger ça, là, la personne commence à s'orienter vers quelque chose là, qui est concret. Et par la suite, c'est sûr que nous, dans l'accompagnement qu'on fait, on aide la personne là, à trouver des employeurs qui vont pouvoir lui offrir quelque chose qui l'intéresse. Donc, le premier pas à faire, c'est de contacter. Assurément. Donc, pour avoir plus d'informations, pour valider plus précisément en quoi ça consiste, bon, on le dit sommairement, 4 semaines de préparation. Ensuite, le stage, c'est 15 semaines. Donc, à 25 heures par semaine. On parle d'une démarche, en fait, qui est progressive. On ne demande pas aux gens de faire 40 heures tout de suite. Fait que pour quelqu'un, des fois, qui peut avoir une absence depuis un certain temps au niveau du marché de l'emploi, fait que ça peut permettre de commencer plus tranquillement, se remettre dans la routine et explorer ça un peu. Donc, 19 semaines totales pour le projet de préparation d'emploi à l'hiver. C'est ça, quelqu'un me contacte, peut prendre plus d'informations, on valide si ça correspond bien à ses besoins au niveau de la démarche de recherche d'emploi et par la suite, on procède à l'inscription. Et en février, on débute avec le groupe. Donc, on a jusqu'au 31 janvier pour te contacter. Oui, donc jusqu'au 31 janvier, on est en recrutement, 31 janvier inclusivement, et le 3 février, dans la mesure où le groupe est complet, on démarre le projet de préparation à l'emploi. Merci beaucoup, Sébastien. Je te souhaite un beau groupe. Merci beaucoup. Andréane Deveau est venue dans nos studios pour vous parler de 2 projets Cosmos. Premièrement, le concours « Mon boss, c'est le meilleur ». Christophe m'a inscrit en tant que boss. Je risque de gagner, c'est certain. Et aussi pour vous inviter à faire partie de la zone parents dans les événements qui s'adressent aux jeunes familles de la Matapédia. Andréane, tu es de retour pour parler de Cosmos. Cosmos, il est relié à un concours pour les boss. Mon boss, c'est le meilleur. C'est les jeunes employés qui peuvent présenter leur boss. Hein? Oui, c'est en plein ça. C'est le concours Mon boss, c'est le meilleur. Ça se termine le 31 janvier. Puis comme tu l'as dit, on invite les jeunes à dénoncer leur bon boss, puis de nous dire qu'est-ce qu'ils font, leurs patrons, pour concilier le travail et les études. C'est pour les employés étudiants, dans le fond. Oui. Et c'est très facile d'inscrire l'employeur. C'est via une plateforme là, qui est déjà toute faite. Là. Explique ça un peu. Oui, c'est plutôt simple. Il suffit d'aller voir notre page Facebook, Cosmos Matapédia. Vous allez retrouver la publication. Puis, sur cette publication-là, il y a un lien. On clique, on arrive dans le formulaire. Ça prend 1 minute et demie, puis on peut gagner 100 $. Oui, c'est assez rapide. Puis en plus, l'employeur, il y a quand même une reconnaissance au bout de tout ça. Là. C'est ça. Dans le fond, on va avoir 2 gagnants. Il va y avoir un jeune qui va être tiré au sort. Puis, on a formé un jury pour le 2e gagnant. Dans le fond, le 2e gagnant, ça va être en fonction du témoignage, des conditions que son patron remplit. Puis, le patron qui va être gagnant va mériter un titre, le titre d'employeur engagé en persévérance scolaire. Wow. Oui, puis il va être dévoilé durant les journées de la persévérance scolaire là, qui se passent en février. Ça fait beau sur un mur, ça. Et puis, il y a autre chose aussi en lien avec Cosmos, c'est qu'il va y avoir la semaine de relâche, qu'il va y avoir beaucoup d'activités. Puis, il y a possibilité d'avoir un kiosque. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Oui, dans le fond, pour une autre année consécutive, on déploie la zone parents. Peut-être que vous avez déjà vu des zones parents dans des événements matapédiens comme à l'Expo agricole. Les zones parents, c'est quand des intervenants viennent dans une activité familiale. Cette année, ça va être au Jeu gonflable de la ville d'Amqui, le 5 mars, jeudi le 5 mars. Et les intervenants viennent sur place, présentent leurs services, se présentent, jasent avec les parents, répondent à leurs questions. Puis, le parent peut gagner aussi un prix là, en venant nous visiter à la zone parents. Oui, puis c'est toujours intéressant. C'est des kiosques qui sont vraiment en lien avec les familles. Puis là, c'est vraiment pour l'inscription pour les kiosques. Il suffit de vous téléphoner, je crois, là, pour donner le nom de de l'organisme qui veut présenter. Ces services, oui. Dans le fond, vous pouvez téléphoner à Cosmos au 418-629-5001. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon adresse courriel
@devo@commercial.csm.qc.ca. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre site web. J'ai fait une section dans la section événements. Dans notre site web, là, le lien est là aussi. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne. C'est le fun parce que c'est directement le public cible là, pour les organismes, là, donc c'est vraiment intéressant. Puis Andréane, la zone parents, mais c'est très apprécié là, par ceux et celles qui fréquentent là, les jeux gonflables, entre autres. Oui, absolument. C'est ce qu'on a découvert grâce à un sondage qu'on a fait dans le temps des fêtes. On a eu 144 répondants. Puis la moitié d'entre eux disaient qu'ils connaissaient la zone parents, qu'ils l'avaient déjà vue. Puis la moitié de ceux qui l'avaient déjà vue sont venus nous parler, sont venus parler avec un intervenant sur place. Puis ce qui est intéressant, c'est que 40% des gens ont découvert un service qu'ils ne connaissaient pas avant. Ou 34% ont découvert un service. Mettons, je peux connaître la Maison des jeunes, mais je ne savais pas que la Maison des jeunes offrait une activité X. Donc, ils ont découvert un nouveau service. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la majorité des parents qui ont répondu ont dit qu'ils avaient vraiment apprécié le fait de rencontrer en personne l'intervenant de l'organisme, de reconnaître le visage, de jaser avec eux autres. Fait qu'on a été agréablement surpris et on invite les intervenants de la vallée à profiter de cette belle tribune-là. Et puis, on vous souhaite d'avoir beaucoup de participation dans tout ça. Et puis, on se tient au courant avec Cosmos. On va visiter votre page. Merci beaucoup, Nathalie. C'est déjà tout pour cette édition d'Info.tvc. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas notre bingo ce dimanche 12h30. Et je me permets de mettre mon chapeau de hockey mom un instant pour vous inviter au tournoi Opti-Blouin qui aura lieu à l'Arena d'Amqui les 24, 25 et 26 janvier avec les catégories Atome, Bantam et Midget des équipes de partout, Bas-Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick qui vont venir s'affronter ici. Du très bon hockey. Venez surtout encourager l'équipe d'Atome B. C'est l'équipe de mon fils. Go Eurovia, go! Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne semaine. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.